L'agent a nié les faits, alors il a déverrouillé le téléphone du policier à la barre. La salle d'audience s'est effondrée. Les portes de la salle d'audience s'ouvrirent en grinçant, dans un silence qui parcourut la salle, étouffant même le bruit incessant des manteaux et des talons. Un murmure sourd ondulait comme une marée contre les murs avant de s'effondrer dans un silence gêné. Au centre de tout cela se tenait Nathaniel Pierce, encadré dans l'embrasure de la porte, un homme creusé non par le temps, mais par un chagrin qui refusait de vieillir. Il portait un costume anthracite, simple et usé au coude, dont le revers était orné de la croix que son fils serrait autrefois enfant. Ses yeux, enfoncés mais concentrés, scrutaient la pièce non pas avec vengeance, mais avec la présence constante d'un père qui avait vu tout ce qui comptait pour lui enfoui 6 pieds sous terre. Chaque pas en avant semblait résonner de quelque chose de plus grand que des pas, la vérité peut-être, ou le lourd fardeau qu'il portait en lui. À côté de lui, Elliot Graves, son avocat, mince comme un rail mais d'une présence d'acier. Grave parlait peu, ne prêtant même pas attention aux caméras alignées au fond de la salle d'audience, ni aux journalistes qui griffonnaient des notes d'un doigt affamé. Sa réputation était plus éloquente que n'importe quelle phrase. Un tueur discret dans une salle d'audience, un homme doté d'une mémoire capable de transformer les erreurs en armes et les failles en nœuds coulants. Il marchait comme s'il avait déjà gagné, mais avec la retenue de quelqu'un qui savait ce qu'il en coûte de parler trop tôt. Nathaniel, quant à lui, ne regardait ni les caméras ni la foule. Son regard était fixé droit devant, sur la chaise en bois solitaire qu'il attendait à la barre des témoins, comme sur une pierre tombale qu'il n'avait pas encore visitée. De l'autre côté de l'allée était assis l'agent Logan Krantz, rasé de près, les bras croisés. Son uniforme de police, boutonné à la perfection, son visage exprimait l'arrogance décontractée d'un homme qui avait survécu à trop d'enquêtes internes et s'était trop habitué à l'immunité. À sa gauche et à sa droite étaient assis 3 collègues officiers. Aucun d'eux ne croisa le regard de Nathaniel, drapés dans leur propre armure de silence et de loyauté institutionnelle. Derrière eux se dressait leur équipe juridique, sculptées dans de coûteuses cravates en laine et soie, toutes assorties comme des pièces de vitrine. Mais le regard de la salle d'audience fut attiré par l'homme juste derrière eux, le procureur Ray Follner, perché tel un vautour dans un costume gris sur mesure qui semblait intouché par les plis de l'usure et des soucis. La réputation de Follner s'était bâtie sur la dissimulation d'histoires comme celle-ci. Ses doigts, manucurés et immobiles, reposaient sur un dossier en cuir que beaucoup croyaient contenir plus de faveur que de fait. Depuis la tribune, la présence du député Gerald Maddox se profilait tel un spectre indésirable. Il était assis au balcon supérieur, les lèvres pincées dans un froncement de sourcils calculé, son costume sombre luisant sous les lumières de la salle. Maddox n'avait aucune affectation officielle, mais son message était clair. Il observait. Il avait gravi les échelons grâce au soutien des forces de l'ordre et à la promesse tacite que des hommes comme Krantz ne tomberaient jamais. Le message n'avait pas besoin d'être dit haut et fort. Nathaniel Pierce ne gagnerait pas. La machine protégerait les siens. Les déclarations liminaires suivirent, vives et contradictoires. L'accusation dépeignit Zion Pierce, 17 ans, comme un suspect correspondant à la description d'un braqueur armé qui avait terrorisé un magasin du coin à 3 pâtés de maison de chez lui. Ils décrivirent un comportement erratique, une course nerveuse sur le trottoir et, plus accablant encore, ce que Krantz perçut comme un geste de la main vers sa ceinture. Un policier entraîné n'a que quelques secondes, affirma le procureur adjoint d'une voix saccadée et théâtrale. Des secondes pour éviter une tragédie. Il s'appuya avec force sur le langage du devoir, de la peur et des décisions prises en une fraction de seconde. Le mot « politique » fut répété pas moins de 9 fois, mais Elliot Graves ne fit aucune démonstration de théâtralité. Il ne fit pas les 100 pas et ne cria pas. Au lieu de cela, il se tenait derrière le pupitre, les mains jointes, et récitait des faits comme s'il prononçait un éloge funèbre,
la maladie cardiaque de Zion, son long dossier médical, les avertissements du cardiologue contre les activités physiques intenses. Il lut à voix haute des extraits du dossier médical du garçon, chacun soulignant l'absurdité silencieuse de l'affirmation selon laquelle Zion avait déguerpi ou représentait une menace. Le jury se redressa. Quelques-uns regardèrent même vers Krantz avec une expression oscillant entre confusion et doute. Puis arrivèrent les images. Granuleuse et irrégulière, la vidéo de l'accusation démarra en plein mouvement. Zion était déjà en train de tomber. Il n'y avait ni début, ni contexte, seulement la fin. Une silhouette floue s'effondrant sur le trottoir dans ce qui semblait être un silence, bien que le jury ait entendu le rugissement déformé de la voix de l'officier quelques instants plus tard. L'accusation avait présenté cela comme sa clé de voûte, mais son caractère incomplet soulevait plus de questions qu'il n'apportait de réponses. Pourtant, la thèse de l'accusation reposait sur la familiarité. Les jurés avaient déjà vu cette histoire, présentée à maintes reprises dans différentes villes, sous des noms différents, mais avec la même fin. Grave, cependant, avait autre chose. Quelque chose qui n'avait pas été approuvé, qui n'avait pas été soumis par les voies traditionnelles et qui n'avait pas été pris en compte dans le plan hermétique de l'accusation. Lorsque Nathaniel monta à la barre, l'atmosphère dans la salle d'audience sembla s'épaissir. Chaque respiration était lourde. Chaque mouvement était observé. Il ne regarda pas Krantz. Il ne regarda pas le jury. Il baissa les yeux sur ses mains jointes sur ses genoux et commença à parler. Sa voix était calme, presque trop calme, comme celle d'un homme racontant un cauchemar dont il ne s'était pas encore réveillé. Zion n'avait jamais porté d'arme, pas de canif, pas de pistolet à air comprimé, pas même de pistolet jouet depuis l'âge de 7 ans. Nathaniel se souvenait lui avoir refusé des pistolets jouets pour Noël après qu'un garçon du quartier eût failli être abattu, la police ayant pris un canon en plastique pour un objet mortel. Son fils souffrait d'une maladie cardiaque, une malformation congénitale rare qu'il avait hospitalisé 3 fois avant l'âge de 15 ans. Il avait reçu l'ordre strict de ne pas faire d'efforts. Il prenait des médicaments qui lui faisaient parfois fléchir les genoux. Il ne courait pas, ni pour le bus, ni pour personne. La voix de Nathaniel ne se brisa qu'une seule fois, lorsqu'il se souvint du dernier matin où il avait vu Zion vivant, boutonnant son uniforme scolaire en fredonnant un gospel faux. Puis Graves s'avança. Son regard se porta sur la table de l'accusation avec quelque chose de plus froid que le dédain. « Il y a 2 semaines, commença-t-il, chaque syllabe tombant comme une pierre dans l'eau, mon client a reçu un colis anonyme. » La salle d'audience s'agita, les chaises grincèrent. La juge, Eleanor Tisdale sévère et visiblement agacée par tout écart à la procédure, se redressa sur son siège. Grave fouilla dans sa mallette et en sortit une clé USB dont la surface en plastique reflétait les lumières du plafond. Elle n'était marquée que d'un seul mot : vérité. L'État s'y opposa aussitôt. Follner se leva avec une indignation maîtrisée, insistant sur le fait que l'information n'avait pas été vérifiée, n'avait pas été divulguée lors de la communication des pièces à conviction, n'avait même pas été reconnue par les forces de l'ordre. La juge Tisdale, muette et tiraillée entre le protocole et l'examen public, autorisa la diffusion des images sous réserve d'un examen provisoire. Grave ne broncha pas. L'écran s'illumina. Ces images étaient différentes, stables, intégrales, d'une netteté désolante. La caméra corporelle avait commencé bien avant l'incident. Krantz était seul. Il traqua Zion sur plus de 3 pâtés de maison. Il n'a jamais appelé de renfort. Il n'a jamais lancé d'avertissement. Il n'y avait pas d'enregistrement radio, pas d'accusé de réception d'identification, pas d'ordre d'arrêter et identifier. Seulement la respiration haletante de Krantz, le frottement de ses bottes sur le béton, et puis... Zion se retourna, surpris, les mains déjà levées. Le jury tressaillit. La galerie haleta. Zion ne courut pas. Il ne tendit pas la main. Il ne parla même pas. Le coup de feu retentit avec une telle soudaineté sur les images que plusieurs personnes présentes dans la salle d'audience se baissèrent ou reculèrent instinctivement.
Et lorsque Zion s'effondra, son visage se crispa, non pas de résistance, mais de confusion, comme quelqu'un essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Nathaniel resta immobile. Il l'avait déjà vu. Il l'avait regardé seul le soir de l'arrivée du colis, les mains tremblantes, rembobinant sans cesse, attendant une explication qui ne vint jamais. Mais pour la première fois, tout le monde vit ce qu'il avait vu. La salle d'audience avait été truquée, oui, mais une fissure s'était formée, et la lumière avait commencé à s'infiltrer. Devant le palais de justice, la ville vibrait d'agitation. Le soleil ricochait sur des pancartes de protestation dressées haut, chacune arborant le jeune visage de Zion Pierce figé dans le temps. Certaines avec des ailes d'ange dessinées au marqueur blanc, d'autres avec un X rouge sang barrant les mots « immunité qualifiée ». Des chants ondulèrent dans la foule comme des vagues s'écrasant sur les fondations de quelque chose de pourri. De temps à autre, un chant se transformait en sanglots. Certains manifestants restaient immobiles, les mains jointes en une prière silencieuse. D'autres hurlaient jusqu'à ce que leur voix se brise. Des policiers se tenaient à proximité, en formation dispersée, les yeux cachés par des lunettes de soleil à verre miroir, les doigts un peu trop près de leurs étuis. Personne n'osait bouger le premier. À l'intérieur, une étrange électricité flottait dans l'air, comme si le bâtiment lui-même savait ce qui allait arriver. Le député Gerald Maddox s'éclipsa de la salle d'audience et se dirigea vers un couloir marbré obscurci par des lucarnes teintées. Il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et murmura quelque chose dans son téléphone. Son ton était froid et calculateur. Si Graves obtient ce téléphone, tout ce que nous avons construit s'écroule. Assurez-vous que le juge se sente sous pression. Sa voix s'éteignit lorsqu'il disparut au coin de la rue. 2 semaines plus tôt, Elliot Graves avait remarqué la berline garée près de chez lui. Ce n'était pas le genre de quartier où les voitures passent inaperçues. Le même véhicule réapparut devant son bureau. Un soir, après une déposition, il sentit le volant trembler dans ses mains. Le liquide de frein avait disparu. Pas de coïncidence. Ses emails suivirent. Boîte de réception vidée de son contenu, pare-feu désactivé. Et puis le mot, collé sur son pare-brise, « Laisse tomber l'affaire ou participe au décompte des morts ». Il ne broncha même pas. Le même soir, il s'assit en face d'Isaiah Boone dans un restaurant vide, 2 tasses de café intactes à part. Boone était un expert judiciaire fédéral, le genre d'homme capable de reconstituer des données effacées à partir de matériel informatique brûlé. 5 ans plus tôt, Graves avait défendu Boone dans une affaire de dénonciation qui avait failli ruiner sa carrière. Boone n'avait pas oublié. Il se pencha alors sur l'ordinateur portable de Graves, ses doigts frémissant comme des touches de piano. Ensemble, ils démêlèrent des fantômes numériques, des instantanés de journaux GPS, des archives de caméras corporelles corrompues, des entrées de métadonnées qui clignotaient comme du morse. Quelque chose clochait. Il manquait quelque chose. De retour au tribunal, Graves se déplaçait avec un calme imperturbable. Sa mallette s'ouvrit avec précision. Des papiers murmuraient tandis qu'il les triait. La défense appela Boone à la barre. Quelques têtes se tournèrent en signe de reconnaissance. La plupart restèrent rivées devant lui, silencieuses et tendues. Boone ajusta ses lunettes, la voix posée, tandis qu'il commençait à expliquer les incohérences numériques enfouies dans les images du département. Il y avait des horodatages décalés, des millisecondes tronquées, et même des traces de signatures provenant d'une suite de montages tierces, autant de signes de falsification. L'accusation s'éleva brusquement pour protester. Le juge la balaya d'un geste de la main. Boone désigna un intervalle précis de 10 secondes, disparut sans explication, le moment précis où Zion avait les mains levées, l'instant avant qu'il ne s'effondre, juste avant qu'il ne saigne. La voix de Boone ne s'éleva pas. Inutile. La tension était plus forte que n'importe quel témoignage, puis vint le moment tant attendu. Grave appela l'agent Logan Krantz à la barre. L'agent s'avança, raide et mécanique, comme un homme se précipitant dans une tempête qu'il ne parvenait pas à distancer. Son visage ne trahissait rien, mais ses doigts tapotaient sa cuisse en rythme. Un signe que Graves
avait remarqué des jours auparavant. Sous serment, Krantz se tenait droit. Sa voix était répétée, chaque mot mesuré. Non, il n'avait pas retouché les images. Non, il n'avait parlé à personne des montages. Non, il n'était pas au courant des 10 secondes manquantes. Grave le laissa parler, laissa la confiance s'installer. Puis, sans prévenir, Graves s'approcha du tribunal. De son étui, il sortit un sac scellé contenant des preuves, un iPhone, grille ardoise au boîtier usé. La salle d'audience retint son souffle. Grave expliqua qu'il s'agissait du téléphone professionnel secondaire de l'agent Krantz. Il avait été cité à comparaître en appel d'urgence le matin même, et à qui quelques heures plus tôt. Il avait échappé à la procédure de découverte. Il avait même échappé au témoignage de Krantz. Il trônait désormais sous les projecteurs du tribunal, tel un serpent dans une vitrine. Grave se tourna vers le juge. La défense demandait l'ouverture du téléphone. L'agent affirma n'avoir rien à cacher. La loi autorisait une perquisition légale. Le jury méritait la vérité. Des halètements montèrent et retombèrent comme des embruns. La juge hésita. Son marteau flotta, mais ne retomba pas. « Monsieur Krantz, » ajouta Graves, « vous pouvez refuser, mais le jury sera chargé de tirer ses propres conclusions. » Son ton ne monta pas, mais une impression d'immuable s'installa. Krantz remua sur son siège. Le claquement de ses doigts cessa. Il jeta un coup d'œil à travers la pièce. À son avocat, au procureur Follner, à Maddox au balcon. Aucun ne croisa son regard. Sa main trembla lorsqu'il tendit la main vers le téléphone. D'un souffle qui sonna comme une reddition, il composa le code. L'écran s'alluma. Les notifications vibrèrent en temps réel, comme si le téléphone revenait du purgatoire. Grave tourna l'écran vers le tribunal. Une série de messages s'ouvrit. Un contact simplement étiqueté « M ». Un autre, du procureur Follner. Coupez les 10 secondes. Personne n'a besoin de voir la chute. Suivi de « Supprimer l'original. Gardez la couverture syndicale bien fermée. » Et puis, le coup de grâce. Un message de Krantz à Maddox. Terminé. Il ne parlera plus. La salle d'audience ne s'est pas exclamée. Elle s'est effondrée. Un murmure sourd a laissé place au chaos. Les journalistes se sont précipités hors de la galerie, certains tâtonnant avec leur téléphone, d'autres criant dans des retransmissions en direct. Un juré s'est affalé, le corps inerte. D'autres regardaient autour d'eux, stupéfaits et incrédules. La juge a frappé son marteau à plusieurs reprises, mais les craquements du bois étaient noyés dans le bruit. Le procureur Follner restait figé, pâle et tremblant visiblement. Maddox a reculé vers la sortie, mais s'est retrouvé flanqué d'agents fédéraux qui franchissaient déjà la porte, prévenus juste à temps. Krantz est resté assis, le visage détendu, épuisé par la performance. Seul Graves resta immobile, les yeux fixés sur l'écran, même lorsque les huissiers s'interposèrent pour confisquer le téléphone et escorter Krantz. Dehors, les chants changèrent. Ils ne réclamaient plus justice. Ils exigeaient des comptes. Le procès fut suspendu pour la pause, mais le palais de justice resta immobile. Dehors, la foule se rua contre les barricades, leurs chants s'élevant au-dessus du bourdonnement statique des générateurs des cars de presse. Les microphones flottaient comme des bouées sur une mer montante, les journalistes se bousculant pour trouver leur place tandis que les objectifs des caméras zoomaient sur les marches du palais de justice. Les présentateurs récitaient des fragments de l'explosion dans la salle d'audience. Des mots comme « dissimulation »,« complot » et « crime fédéral » résonnaient sur tous les écrans. Les manifestants agrippaient des pancartes avec la photo de Zion. Certains ruisselant de larmes, d'autres tremblant de fureur. Justice pour Zion. Prononcez son nom. À l'intérieur, le silence enveloppait les couloirs d'une tension différente. Derrière une porte en chêne scellée, gravée du sceau de la cour supérieure, la juge Eleanor Tysdale était assise au bord de son fauteuil en cuir, les jointures blêmes, fixant le député Gerald Maddox. Il se tenait là, affûté et venimeux, la voix basse mais chargée de menaces. Il lui rappela l'accord conclu des semaines auparavant. Une promesse secrète, truffée de dollars et de faveurs politiques. Retarder l'affaire, annuler le procès.
Il n'avait pas besoin d'élever la voix. Les enjeux étaient déjà jetés comme des dés. Soutien à la réélection, protection médiatique, relation avec les donateurs, ou rien. Il lui rappela, sans le rappeler, que des carrières comme la sienne ne survivèrent pas à une mauvaise presse sans les bons preneurs d'initiative. Mais son regard, autrefois calculateur, s'était éteint. Elle avait déjà franchi trop de limites. 2 semaines plus tôt, elle avait fixé le courriel contenant le projet de loi de campagne. 250 000 $ étiqueté consultation. Pas de signature, juste un eurodatage et un compte jetable lié à la société financière de Maddox. Elle avait plané au-dessus de la touche supre, le cœur battant à tout rompre, le doigt figé. Elle ne l'avait pas supprimé, elle ne l'avait pas signalé, elle avait simplement fermé l'ordinateur portable en se disant qu'elle avait encore le temps de choisir son camp. Maintenant, la tempête était arrivée. Et ce n'était plus une question de politique, c'était une question de survie. Sa main tremblait tandis qu'elle attrapait son marteau dans la pièce vide, son poids lui devenant soudain insupportable. En bas, dans une salle d'attente stérile peinte en beige pour calmer les nerfs, Graves et Nathaniel étaient assis côte à côte, sans parler pendant plusieurs minutes. Le tic-tac de l'horloge murale comptait les secondes tel un lent métronome. Les épaules de Nathaniel étaient tendu, son costume froissé, le chagrin dans ses yeux n'étant plus dissimulé par les convenances du tribunal. Sa voix était rauque, brisée par le poids de tout ce qu'il avait retenu. Ils l'ont tué comme s'il n'était rien. Les mots restaient en suspens, creux et vastes. Ils voulèrent l'effacer, comme s'il était jetable. Grave ne répondit pas immédiatement. Il n'offrit ni le réconfort habituel d'un avocat, ni la ferveur vertueuse. Au lieu de cela, il fixa le sol, traçant la ligne d'une pensée que lui seul pouvait voir. Lorsqu'il parla enfin, ce fut seulement pour hocher la tête. Il préparait déjà la prochaine action, la prochaine vérité à décortiquer, le prochain témoin à retourner. Lorsque le tribunal reprit ses travaux, la tension était palpable, un battement de tambour sous chaque respiration. La défense a déposé une requête en annulation de l'intégralité du témoignage de l'agent Krantz, invoquant parjure et obstruction à la justice. Elle a également déposé une demande officielle d'ouverture immédiate d'une enquête du ministère de la Justice sur le procureur Ray Follner et le député Maddox. La salle bourdonnait d'impatience. La juge, pâle et visiblement en sueur sous sa robe, restait immobile. Les caméras de l'équipe de surveillance fédérale capturaient tout, et même l'air semblait retenir son souffle. Après un silence qui sembla une éternité, le juge Tisdale acquiesça. Dans le silence qui suivit, le procès bascula. Il ne s'agissait plus de la mort d'un seul garçon. C'était devenu un jugement. Ce qui avait commencé comme un procès pénal se transforma en enquête fédérale, les chiens de garde du gouvernement s'abattant sur la salle d'audience, tels des vautours sur un champ de bataille. Chaque mot devint une preuve, chaque regard, une miette de pain. Le système qui avait protégé Krantz pendant des années se fissurait en temps réel. Puis vint le flashback, inopiné, gravé dans le silence de la salle d'audience par le souvenir et le chagrin. C'était la veille de la mort de Zion. Nathaniel se souvenait de l'odeur du pop-corn et des néons clignotant en cercle paresseux au-dessus de la salle de jeu de la salle d'arcade. Zion avait supplié pour une dernière soirée. Juste tous les deux. Malgré son problème cardiaque, malgré les avertissements du médecin, Nathaniel avait cédé. Ce soir-là, Zion avait ri plus fort que jamais depuis des mois, essoufflé entre 2 balles de fusil laser qu'il pouvait à peine soulever. Nathaniel l'avait gentiment taquiné, le qualifiant de champion des zombies en plastique. Zion avait affiché ce sourire fatigué mais éclatant et s'était appuyé sur l'épaule de son père, la poitrine haletante mais le regard vif. « Tu vas devenir quelqu'un », avait murmuré Nathaniel. Zion avait esquissé un sourire narquois, le regard espiègle mais ferme. « Je le suis déjà, papa. Attends un peu. » De retour dans la salle d'audience, ce souvenir résonna tandis que Graves appelait son dernier témoin. Le silence régnait dans la salle. Un homme grand et épuisé, en civil, a témoigné. L'agent Brian Kenner, ancien du même commissariat que Krantz. Il avait contacté le tribunal anonymement 2 nuits plus tôt. Sa conscience,
longtemps enfoui sous des années de silence, avait refait surface. Il s'exprimait avec une clarté tranquille qui ne nécessitait aucune fioriture. Krantz avait déjà mis en scène 3 incidents de recours à la force, tous enfouis sous des rapports falsifiés et des protections syndicales. L'un impliquait un adolescent plaqué contre un mur pour non-respect qui n'a jamais eu lieu. Un autre, un sans-abri tasé et accusé d'agression. La 3e victime avait complètement disparu après avoir déposé plainte. Des secousses ont résonné dans la salle comme des répliques. Les jurés semblaient abasourdis. Grave restait immobile, l'expression indéchiffrable. Kenner a présenté des copies de rapports d'incidents, modifiés, expurgés, certains déposés plusieurs jours après les dates réelles. Il a admis avoir gardé le silence par peur. Il a admis avoir vu un système dévorer des gens pendant des années. Il n'en pouvait plus. La galerie ne bougea pas. Le juge ne sia pas. Le masque s'était brisé. Il n'y avait plus d'ombre où se cacher. Tout s'était ouvert. Et le monde entier regardait. 3 semaines plus tard, la salle d'audience était silencieuse mais tendue, chaque siège occupé, chaque souffle retenu. Le jury avait délibéré pendant 4 jours. À présent, le président se tenait debout, les mains légèrement tremblantes, la voix neutre mais ferme, lisant les mots qui allaient résonner à travers le pays, coupable de tous les chefs d'accusation. L'agent Krantz regardait droit devant lui, l'air impassible, mais le léger tressaillement de sa mâchoire trahissait quelque chose qui se déclenchait sous la surface. Le marteau du juge frappa une fois, sec et définitif. 45 ans. Aucune chance de libération conditionnelle. La salle d'audience n'applaudit pas. Il n'en était pas besoin. Le poids du moment était trop lourd pour le bruit. La procureure Follner, impassible alors que les huissiers s'approchèrent de sa table, réagit à peine lorsqu'elle fut menottée devant ses pairs. Son inculpation avait été rapide, après que des enregistrements numériques l'aient accusée d'obstruction, de falsification et de complot. Les caméras à l'extérieur du palais de justice n'en ratèrent aucune image. Pendant ce temps, une demi-douzaine de SUV noirs bordaient la rue devant le domicile du député Maddox. La perquisition, menée sous mandat d'arrêt, avait tout révélé. L'argent détourné par des donateurs fictifs, les conversations cryptées avec Krantz et Follner, et même un projet de loi visant à protéger les officiers corrompus de toute surveillance. À la tombée de la nuit, la démission de Maddox s'affichait sur tous les écrans, sa photo d'identité judiciaire à côté des gros titres autrefois réservés au roi. Mais à l'intérieur du palais de justice, loin des micros et des téléscripteurs, Nathaniel se tenait sous le ciel gris, la vieille veste de Zion délicatement pliée dans ses bras. Elle sentait encore vaguement son fils, shampoing au citron, huile moteur, la douce innocence d'une vie interrompue. Il ne souriait pas, il ne pleurait pas, il se tenait juste là, le visage calme, comme si la paix était arrivée sous une forme que personne d'autre ne pouvait comprendre. Pas le triomphe, pas le soulagement, mais le calme. Comme un père qui, après des mois, a hurlé pour imposer le silence, avait enfin enterré son fils dans la vérité plutôt que dans les mensonges. Autour de lui, les journalistes se ruaient sur Graves, les éclairs jaillissant comme des éclairs. Ils lui demandaient ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait, si justice avait enfin été rendue. Il ne s'arrêta pas. Il ne pontifia pas. Il répondit simplement d'une voix basse et assurée. La justice ne répare pas ce qui a disparu, mais elle empêche le mensonge de se propager. Les mots restèrent suspendus, lourds comme la pierre, avant que la presse ne passe à autre chose à la poursuite de la phrase suivante. À ce moment-là, le monde avait déjà commencé à écrire ses gros titres. Condamnation historique. Système en procès. Le changement commence. Mais Graves savait que ce n'était pas le cas. Il avait vu les rouages du pouvoir tourner trop lentement, trop cruellement pour des absolus. La justice, dans sa forme la plus pure, avait toujours été moins une question de rédemption que de résistance. Et cette fois, la résistance avait gravé quelque chose de durable. La salle d'audience s'était effondrée, certes, sous la pression, sous les secrets, sous des décennies de vérité enfouie, mais dans les décombres,
quelque chose d'inattendu avait surgi. La vérité. Elle ne criait pas. Elle n'avait pas besoin de tribune. Mais cela demeurait comme la suie après le feu, comme les braises sous la cendre. Et quelqu'un, enfin, avait écouté.